de votre passage, Madame Nasser, en dernier. On a bien compris, vous êtes sur une gestion plutôt dynamique, sans préférence pour un style de gestion par rapport à un autre. Mais quelles sont les phases de marché qui vont faire qu'aujourd'hui, vous allez être sur de la plus pondéré de la gestion active que de la gestion passive? Qu'est-ce qui fait qu'on va passer d'un style à un autre ou préférer un style par rapport à un autre? Alors, les conditions de marché, qui sont plus, comme je disais, ce qui va être favorable à la gestion active, c'est quand il y a de la dispersion et quand il y a de la volatilité, en fait. Et c'est vrai que on a vu sur la gestion, sur le marché américain, par exemple, en 2016, pratiquement 95% des sociétés de gestion ont sous-performé le marché parce que, à cause de ce train très très fort sur lequel il n'y avait quasiment pas de volatilité. Maintenant, c'est pas forcément, nous on n'a pas forcément l'agilité de changer d'une gestion active à une gestion passive parce qu'on voit que c'est quand même des process qui sont longs et compliqués. Ce qui est important, c'est quand même, c'est pas parce que le gérant ne surperforme pas qu'il va sous-performer nécessairement. Simplement, créer de la surperformance, c'est plus compliqué dans ces environnements de marché. Donc on va pas, une fois qu'on a décidé d'avoir un mandat actif ou passif, on va pas, à cause d'un environnement de marché, revenir en arrière, ou alors on réévalue nos choix de gestion, mais c'est tous les 5 ans par exemple. Ça ne va pas être sur un horizon très court. En fait, on se donne le temps dans tout ce qu'on fait. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je ne vois pas. Oui, Monsieur Toferi. J'ai une question concernant, puisqu'on parle de gestion passive, gestion active et le développement exponentiel au fait du marché des ETF. Qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les risques au fait nouveaux du développement au fait des ETF? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? Est-ce que c'est quelque chose en fonction des risques? Et je ne sais pas exactement les types de risques au fait qu'on a vu émerger avec ce développement-là. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que c'est la fin justement de cette euphorie qu'on a vue un peu depuis 2008? Il faut faire une distinction parce que les ETF, c'est un véhicule d'investissement. C'est pas forcément, alors c'est associé à la gestion, passive, tout simplement parce que en fait, c'est un véhicule d'investissement qui peut être tradé dans la journée. Au moment de l'ouverture des bourses. Et donc, la cotation en continu va être fournie par des market makers. Et donc, c'est beaucoup plus facile lorsqu'il y a un indice que le market maker fasse le prix et propose en fait des bid-ask qui sont attractifs. Alors, effectivement, on a observé une très, très grande croissance en fait, des ETF aux États-Unis et aussi en Europe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu quelles sont les utilisations. Beaucoup pensent que les ETF, c'est des outils qui sont utilisés par les investisseurs institutionnels pour leur allocation stratégique. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. La plupart des utilisateurs d'ETF, ce sont justement des gérants actifs, multi-assets, ou des investisseurs institutionnels qui veulent faire de la gestion tactique. C'est utilisé, en fait, en termes d'outils de gestion tactique. Donc il y aura effectivement, je pense que la croissance en fait, des ETF ne fait que commencer. Pourquoi? Parce que beaucoup en fait, d'investisseurs multi-assets ou de gros investisseurs institutionnels finalement vont préférer faire de la gestion tactique via un indice plutôt qu'à d'aller directement faire du stock picking parce qu'en termes opérationnels, c'est très compliqué. Donc je pense que la croissance est là. Effectivement, ça pose aussi quelques soucis de risque systémique. On a eu le flash crash des ETF au mois d'août 2006 aux États-Unis. En fait, tout est relatif en fait, à la question de la liquidité. C'est-à-dire que si à un certain moment le marché sous-jacent n'est plus liquide, eh bien effectivement on peut avoir en fait des risques systémiques qui s'avèrent comme ça a été le cas au mois d'août d'il y a 2 ans. Très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? En attendant, je voudrais bien accueillir M. Rachid Cheb avec cette question. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint à CDG Capital Gestion en charge de la gestion. Alors vous avez entendu tout ce débat, je voudrais vous faire réagir.
Aujourd'hui, comment vous voyez les styles de gestion au Maroc? Est-ce qu'on a plus de gestion gérant actif, plus de gérant passif? Comment voyez-vous les choses? Alors, en fait, la question est très pertinente, effectivement, dans la mesure où aujourd'hui on a atteint une taille assez importante. Et c'est vrai, il faut poser la question où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va, sachant qu'on a quand même une courbe d'expérience à apprendre effectivement de l'international. Mais moi, en fait, j'analyserai les choses un peu de point de vue, de deux points de vue, du point de vue performance et après exigence des clients. Alors, en termes de performance, la vérité, l'écart de performance qu'on arrive à créer, c'est-à-dire en tant que gérant d'actifs, il dépend d'une classe d'actifs à l'autre. Donc, si on prend par exemple la partie monétaire aujourd'hui, Vous pouvez rapprocher un tout petit peu. par exemple. Merci. Voilà. Donc si on prend la partie monétaire aujourd'hui, qui est une classe d'actifs quand même assez liquide, on a quand même un petit biais au niveau de l'indice de référence qui est le TMP, c'est-à-dire le taux moyen interbancaire, qui par défaut l'ensemble des opérations qui se traitent entre les banques et qui est quand même assez différent des opérations repo qui se traitent entre les OPCVM, parce qu'in fine les OPCVM c'est des ils ne peuvent pas traiter de l'interbancaire, mais ils traitent que des repos et ils sont à vocation de placer de la trésorerie. Donc, et cette classe d'actifs, ils possèdent de moins en moins de marge de manœuvre. Donc, ils ont une contrainte réglementaire de par la sensibilité des fonds. Ça, ils ne dépassent pas les 0,5 de duration aux sensibilités. Et sachant que même sur la partie courbe, c'est-à-dire de la courbe des taux, l'écart entre le taux directeur et cette partie-là, il n'est pas assez énorme. Et du coup, ça donne moins de marge de manœuvre pour les gérants pour créer de la valeur. Mais quand même, on arrive quand même à créer de la valeur. Mais bon, ajouté aux frais de gestion, l'alpha, je dirais, quand même est assez faible. Si on arrive à compléter un peu la stratégie avec la dette privée, etc. Et du coup, je dirais que l'alpha est beaucoup plus faible sur la partie monétaire que sur les autres parties. Alors, si on prend l'autre classe qui est la partie obligataire moyen-long terme, là, je dirais qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre à créer de l'alpha. Et de par la contrainte réglementaire, c'est-à-dire on a une fourchette assez large de sensibilité et là, on peut prendre des paris sur la courbe des taux. Et d'autant plus qu'on n'a pas un benchmark dette privée, donc on peut se permettre d'acheter de la dette privée pour qu'il y ait de l'alpha, à condition bien évidemment que le risque soit très mesuré. Et du coup, on peut se permettre quand même de profiter parfois de quelques inefficiences qui existent aussi sur les benchmarks pour pouvoir se différencier et créer de la valeur par rapport à nos clients. L'autre classe d'actifs, je termine sur l'autre classe d'actifs qui est l'equity in fine. Et, bon, le marché effectivement sur la partie classe equity est, je dirais, moins liquide que sur les autres classes d'actifs. Mais quand même, je dirais les gérants qui ont une recherche fondamentale assez forte, une connaissance très très poussée un peu des valeurs, ils arrivent à créer je dirais un alpha assez remarquable sur cette classe, malgré l'inefficience et malgré l'illiquidité du marché. Donc ça, c'est de point de vue écart de performance. Moi, je dirais qu'on crée de la valeur et du coup, il peut s'avérer comme étant de la gestion d'actifs et du coup, moi, je dis que c'est de la gestion d'actifs. Maintenant, du côté client, bon, la réponse est claire. Bon, il y a une émergence quand même de la délégation. Donc, on passe de 500 millions de dirhams dans les années 95 à aujourd'hui à 450, 460 milliards de dirhams. C'est quand même une croissance assez énorme. Et l'effort qui a été fait, effectivement, c'est de déléguer toutes les classes d'actifs ou déléguer les actifs qui étaient gérés directement par les institutions au fond. Et clairement, le message, il faut battre l'indice, il faut créer de la valeur. Moi, je pense qu'on est plutôt dans la gestion d'actifs. Bon, on n'a pas aujourd'hui les mécanismes pour faire un peu de la gestion passive, mais c'est intéressant d'avoir le débat, effectivement, pour se projeter, parce qu'on est toujours dans une courbe pour extrapoler un peu notre expérience, mais on apprend toujours de ce qui se passe aujourd'hui et c'est important d'avoir le débat sur la gestion active-passive. Voilà. Très bien. Et j'en profite pour faire réagir Madame Melioh sur ce qui a été posé comme question tout à l'heure, notamment sur les ETF et de manière générale, est-ce que pour vous, les produits dérivés, le développement des produits dérivés peut apporter quelque chose à la gestion d'actifs au Maroc, peu importe qu'elle soit active ou passive? Ouais, il faut reconnaître qu'il y a un débat continu entre les professionnels du marché sur le fait de dire que peut-être que les produits dérivés seraient prématurés ou inappropriés pour le marché marocain parce qu'on a cette problématique de liquidité, parce qu'on a cette problématique de manque de profondeur. C'est vrai que si ces produits-là ne répondent pas à un besoin précis des clients,
un besoin soit d'indexation, un besoin de couverture des risques ou un besoin de performance, ils seront voués à l'échec. Ils seront également voués à l'échec s'ils ne prennent pas en compte les caractéristiques de notre marché marocain. Moi, je pense personnellement que nous avons il y a un ensemble d'initiatives et de produits nouveaux qui peuvent faire du bien à notre marché, qui peuvent réellement être utiles. On parlait là à l'instant des ETF. Notre marché de banque de trésor, moi je pense qu'il s'y prête par rapport pour le lancement de produits ETF. Il y a des catégories d'investisseurs qui voudront et chercheront à avoir des fonds sur des maturités précises des banques de trésor. Nous avons la profondeur, nous avons l'efficience et la liquidité nécessaires. Un autre exemple, c'est le swap de taux. Quand on prend le swap de taux, ils peuvent être utiles pour les ETF d'ailleurs, puisqu'on peut faire de la réplication synthétique. Et ils peuvent également servir aux organismes et caisses de retraite pour la couverture de leurs passifs. Et dernier exemple qui me vient à la tête, c'est le prêt de titre. Le prêt de titre equity, c'est quelque chose qui peut dynamiser la liquidité du marché equity, puisque les investisseurs peuvent shorter le marché et peuvent se mettre dans des paris quand le marché ne va pas bien. Donc en gros, moi je dis oui, ces produits-là sont nécessaires à notre marché, mais ils sont nécessaires, il ne faut pas en faire pour des raisons de mode ou de marketing, il faut le faire pour répondre à des besoins spécifiques et tenant compte de notre marché. Très bien, je comprends que sur certains segments de marché, on est complètement mature pour lancer ce type de produit. Alors, Thierry, vous avez parlé au tout début de votre présentation du débat passionné autour de la gestion active, gestion passive, mais on parle beaucoup du segment marché-action. Et on ne parle pas des autres marchés. Est-ce que ce débat n'a pas lieu sur des marchés comme celui de la dette, par exemple, ou des crédits immobiliers Alors, il faut bien voir que la gestion passive, c'est développé principalement sur le marché des actions. Le marché des actions qui sont développés. Pourquoi ? Parce que ce sont des marchés qui sont très efficients d'un point de vue informatif et aussi où les coûts de transaction sont relativement faibles et où il est possible de rebalancer très, très facilement. Alors sur le fixed income, c'est un débat qui est moins important. Bon, sur le small cap, n'en parlons pas. Sur l'émergent aussi, je veux dire, c'est des marchés qui sont beaucoup moins efficients, donc c'est un débat qui est moins présent. Sur le marché du fixed income, il faut voir que c'est un marché qui est très très différent du marché des actions. C'est un marché qui, notamment sur le pays développé, a été beaucoup drivé par en fait les banques pendant très très longtemps. Donc c'est un marché qui n'est pas gouverné par les prix, mais qui est surtout gouverné par en fait l'offre. Et donc c'est un marché où la part de stratégie buy and hold est très importante. Et donc dans ce cadre-là, en fait, vous n'avez pas forcément la liquidité pour que eh bien, vous puissiez en fait répliquer l'indice de façon très efficace. Alors il y a des segments, il y a des segments qui sont où on peut répliquer l'indice de façon très très efficace. Après, ça va au-delà, c'est-à-dire que par exemple on sait que le premier pari, par exemple, sur les taux développés, c'est un pari de duration. Donc après, est-ce que vous achetez en fait tout le marché ou est-ce que vous achetez par exemple le 1-3 ans? Vous pouvez le répliquer avec de la gestion passive, mais au final, en fait, le choix de duration est un choix actif, et non pas un choix passif. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Je n'arrive pas à voir correctement. Oui, on en a une derrière, s'il vous plaît. Alors j'ai une question pour messieurs Roncalli et Netto. Si nous sommes dans un marché où la dispersion et la volatilité sont au minimum, et donc comme on le voit pour le marché du S&P, qui est un marché très liquide comme on le sait, on est surtout dans un marché de momentum au long terme. Donc pourquoi aller chercher un gérant d'actifs qui coûte plus cher et qui ne réussit pas à surperformer, comme l'a mentionné Madame Boussoukaya Nasr? Allô, ouais, donc merci pour la question. C'est un très bon exemple qui revient au point que j'ai fait sur la surperformance. Alors d'une part, quand vous rentrez dans un marché qui est extrêmement efficient et que vous prenez la gestion passive, vous consciemment, vous faites ce que vous avez expliqué auparavant, vous voulez prendre ce risque de marché. C'est-à-dire s'il baisse, vous voulez baisser avec. Ce qu'un gestionnaire actif doit être capable de vous apporter, c'est quand ce mouvement s'amorce,
c'est d'être actif dans la composition du portefeuille. Au minimum, vous assurez la liquidité que vous aurez peut-être plus sur une gestion passive, parce que tout le monde sera sur les mêmes titres de réplication optimale de l'indice. Et au mieux, c'est d'être capable de générer de la surperformance, même si elle est négative par rapport à cet indice. D'une certaine façon, de vous permettre de gagner de l'argent relativement, donc de ne pas perdre autant que le marché. La deuxième chose, c'est sur le point des coûts. C'est un point que je voulais soulever tout à l'heure, que je n'ai pas fait parce que j'ai raccourci énormément, mais la solution, elle est très simple. Hein. C'est aussi le point que vous avez souligné. C'est les frais de gestion en surperformance. Si vous perdez, vous ne payez pas. Et ça, un ETF ou une gestion passive ne peut pas le faire. C'est impossible. Donc ça, c'est notre solution et c'est ce qu'on fait toujours. Et on fait ça avec toutes les structures. Donc vous avez aussi mentionné quelques points qui sont, par exemple, s'il y a une perte sur une année, on la reporte sur l'année suivante et on doit la rembourser avant de pouvoir générer des frais pour nous, et ainsi de suite. Donc le gestionnaire actif a beaucoup plus d'outils dans la poche pour répondre à ce type de marché. Après, la question, c'est effectivement, dans votre sélection, et je finirai là-dessus, est-ce que ce processus d'investissement est capable de répondre à ces besoins et est capable de faire cela? Thierry, peut-être si vous voulez réagir. Alors moi, je suis quand même un fervent supporter de la gestion passive. On l'a bien compris. Voilà. Alors, je ne sais pas forcément répondre à votre question, mais je crois qu'il y a aussi un horizon de temps qui est assez important pour bien comprendre en fait ce débat gestion active versus gestion passive. C'est que la gestion active elle ne peut fonctionner que si vous êtes vraiment un investisseur de long terme et si vous avez un horizon de temps qui est très long. Si vous avez un horizon de temps qui est très très court, et bien dans ce cas-là, la gestion passive, je la trouve beaucoup plus efficiente. Le problème, c'est est-ce que, et moi j'en suis pas capable, mais est-ce que, en fait, en tant qu'investisseur, vous êtes capable d'être un investisseur de très long terme. Je vais prendre l'exemple, je vais prendre un exemple, notamment des crises financières de 2000 et de 2008. On a dit 2008 est une très très mauvaise année pour la gestion active. Et pourquoi? Et pourquoi en fait la bulle Internet a été une très très bonne période en fait pour la gestion active. En fait, si vous prenez la bulle Internet, donc de mars 2000 à mars 2003, si vous prenez les 500 titres du S&P 500, d'après vous, donc le S&P 500 fait une performance de moins 50%. D'après vous, quelle est en fait la proportion de titres, d'actions, qui vont avoir une performance positive de mars 2000, donc du plus haut de la bulle Internet, à mars 2003, le plus bas de la bulle Internet. 50%. D'accord? Et dans ce cas-là, effectivement, pendant la bulle Internet, il était extrêmement facile de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que en fait, le drawdown de 50% du S&P 500 est en fait drivé par les très très grosses capitalisations qui étaient survalorisées. Et c'est intéressant parce que vous voyez que jusqu'en 2008, la gestion active s'est très très bien comportée. Mais si maintenant on regarde l'année 2008, en fait la gestion active va faire un très très mauvais boulot. Et pourquoi elle va faire un très très mauvais boulot? Parce que en fait, c'est un peu dommage, mais cette gestion active, elle n'est efficiente que si elle est de long terme. Si elle est de court terme, ce n'est pas du tout efficace. Et lorsque vous avez en fait une gestion de court terme, vous êtes face à un problème qui est le problème de la liquidité. Pourquoi est-ce que tous les gérants, si vous calculez les proportions en fait de gérants qui ont surperformé le S&P 500, c'est dramatique en 2008, parce que vous avez en fait une crise de la liquidité. Une crise de la liquidité parce qu'au départ, vous avez une crise sur les subprimes, une crise du crédit. Lorsque vous ne pouvez pas vendre des produits financiers qui ont perdu trop d'argent, lorsque le marché est illiquide, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vendez ce qui est liquide, c'est-à-dire les stocks. Donc, vous voyez qu'en fait, le marché des actions, à la fin, c'est l'ultime fournisseur en fait, de la liquidité. C'est pas du tout en fait, le marché obligataire qui fournit la liquidité. C'est le marché des actions. Et donc, dans ce contexte-là, si vous avez en fait un horizon de temps qui est très très court, eh bien, vous vous rendez bien compte que la meilleure stratégie, c'est la stratégie en fait basée sur l'indice. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est celui qui gère la liquidité. Et donc,
l'année 2008 a été dramatique pour les investisseurs, pour les gérants actifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une horizon qui est très court terme. Donc ça ne répond pas forcément à votre question, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une question d'horizon. Que ce débat gestion active versus gestion passive, c'est aussi une question d'horizon. Plus en fait, les investisseurs auront un horizon d'investissement qui sera court, et plus ça favorisera en fait la gestion passive. Très bien. Est-ce qu'on prend une toute dernière question derrière? Ce sera la dernière parce qu'on a un tout petit peu dérapé. En fait, de ce que je comprends, c'est plus le contexte de marché qui te pousse à être plutôt dans la gestion passive ou plutôt dans la gestion active. Il y a la structure de marché. D'accord. Par exemple, les small cap. Est-ce que vous avez envie de suivre un indice? Ou est-ce que vous avez envie, en fait, d'avoir un gérant qui va gérer la liquidité? D'accord. Donc, il y a cette gestion de la liquidité qui est très, très importante. Sur des marchés qui sont illiquides, bien sûr, jamais je vais, en fait, promouvoir la gestion passive. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, sur toutes les classes d'actifs dites réelles, si vous prenez les infrastructures, l'immobilier, voilà, en fait, c'est que de la... Il y a un problème. Très bien. Alors, on aura une toute dernière question, mais on pourra continuer le débat tout à l'heure lors du cocktail, tranquillement. À Monsieur Tchofekhi, qu'on demande d'ailleurs de nous rejoindre. Alors, ça sera une question un peu improvisée, mais ça sera aussi un moyen de donner un mot de clôture. Vous avez entendu toutes les interventions. À votre avis, comment faire pour développer la gestion d'actifs au Maroc? Et s'il y avait des leviers précis à actionner pour le faire très vite? À vous la parole. Improviser. Tout d'abord, merci. Je voudrais remercier les différents intervenants. Et au fait, ce qu'on constate ici, c'est un élément de réponse à la question. En fait, la diversité, au fait, il n'y a pas de certitude. Il y a des convictions et des variétés, des différences, en fait, qui font le marché. Je pense que la chose qu'on doit absolument éviter dans un marché, c'est que tout le monde se comporte pareil. C'est que tout le monde soit passif dans le sens où inactif. Mais même, on a vu, même dans la gestion passive telle qu'elle a été présentée, en fait, derrière ça, il y a plusieurs nuances de gris. Le passif, il y a aussi le côté actif derrière la passivité. Notre marché a besoin de variété, a besoin de diversité. Et je pense qu'il faut qu'on sorte aussi, mais de manière inconsciente. Je pense que ça a été dit tout à l'heure, chacun le fait. Mais le mouvement un peu de herding, de faire comme tout le monde, de manière inconsciente, est dangereux pour le marché. C'est-à-dire l'appréciation que nous avons du risque. Parfois, on sous-estime, et même assez souvent, beaucoup le risque systémique, qui est confortable, mais quand ça arrive, ça fait très mal. Et pour notre marché, c'est effectivement la chose, je dirais, pour lutter contre ça, c'est justement faire en sorte que le marché, je dirais, s'enrichisse un peu de contrariennes, comme ça a été dit tout à l'heure, des gens qui pensent différemment, et des gens qui osent aussi faire des choses. Et c'est à la fois, je dirais, les gérants d'actifs, parce qu'un gérant d'actifs doit être non seulement actif, doit être réactif, doit être proactif, il faut qu'il propose, qu'il faut qu'il développe, je pense, avec son client. Et on disait tout à l'heure, et ça c'est très intéressant d'avoir l'avis d'un asset owner, où là, il établit un dialogue exigeant avec son gérant. Et je pense le fait d'essayer de mieux comprendre la fabrication ou la construction d'une performance qui lui est offerte par un gérant, c'était quelque chose qui l'amène, au fait, à pousser, au fait, le gérant à essayer non seulement de se contenter du hasard et de présenter quelque chose sans bien comprendre ce qu'il fait, mais ce dialogue-là exigeant est aussi très important. Pour notre marché aussi, on doit enrichir, on a parlé tout à l'heure de benchmark, on peut se poser les questions de l'existence de ces benchmarks-là, de leur, je dirais, utilité, de leur unicité, parce que parfois il y a des benchmarks par construction qui présentent des déficiences, c'est de la façon dont c'est construit, et que les benchmarks, souvent, en fait, on peut, avec des institutionnels importants, je dirais, définir des benchmarks qui correspondent, au fait, à leurs besoins. Je pense qu'avec des initiatives comme ça, le marché, je pense que
le futur au fait, de notre marché a de l'avenir.